Bon, donc le thème du séminaire, comme on vient de le dire, c'est un thème ternaire, puisqu'il y a les communs, l'État et le marché. Pendant cette intervention, ce sera la question de l'État qui sera en cause. Il n'y aura pas grand-chose directement sur les communs, mais à mon avis, j'avais pensé faire une autre intervention sur mettant en relation commun et tiers secteur, parce qu'il me semble que derrière la vieille idéologie du tiers secteur, on retrouvait quand même pas mal de thèmes qui évoquent la question des communs, puisque les communs, ça me paraît être une notion un peu en tension entre le marché et l'État. Donc voilà, mais mon intervention portera sur le second terme de cette trilogie, l'État. Alors, c'est un titre a priori bizarre, à première vue tout à fait étrange, d'appliquer cette notion de design à l'intérêt général, et d'où quelques éléments d'explication sur cette notion de design, mais celle qui est près de moi pourra compléter mon propos sans aucun doute tout à l'heure, quelques éléments d'explication sur cette notion de design pour expliquer comment ça peut s'appliquer à cette fameuse notion d'intérêt général que je ne redéfinirai pas, vous savez ce que c'est. Alors, le design, ça désigne de prime abord, vous le savez, le processus de conception d'objets singuliers et uniques, caractérisés par une esthétique novatrice. Voilà le point commun de ce qu'on entend par design. Objets singuliers et uniques caractérisés par une esthétique novatrice, et notamment, bien sûr, appliqué à la création industrielle. Design qui recouvre, et j'insiste sur ce point-là, tout à la fois le problème de la conception de l'objet, ce qu'on appellera le dessin D-E-2-S-I-N, et ce à quoi est destiné l'objet, le dessin D-E-S-E-I-N. À la fois le dessin et le dessin. Donc à la fois la conception de l'objet et ce à qui est destiné l'objet. L'objet étant considéré comme n'existant pas en tant que tel, mais dans et par la satisfaction qu'il procura à son utilisateur. Et là voilà une chose importante sur laquelle je reviendrai au cours de cette intervention, parce que le design met ainsi l'utilisateur au cœur même de son approche. Et ça me paraît un point tout à fait essentiel, et vous sentez bien qu'on arrive peut-être progressivement vers ce fameux concept d'intérêt général. Donc l'utilisateur au cœur, au centre de l'approche de design. Donc le design, c'est une démarche créative centrée sur la satisfaction de l'utilisateur. Voilà, si on veut résumer ce que je viens de dire brièvement. Et on sait bien, mais je n'insiste pas sur ce point, que la société de consommation produit sans cesse, et sans doute à une vitesse accélérée, des objets nouveaux, et d'ailleurs dépend sans doute de la production de ces objets nouveaux et de leur renouvellement incessant pour se maintenir, d'où l'appel de plus en plus insistant à ces fameux designers qui occupent une place de plus en plus importante dans la vie économique et sociale. Alors, le design, donc, s'est imposé comme méthode de conception dans les produits et les services d'entreprise. Et puis, il a porté son intérêt sur des produits et services publics. Et là, on touche au public, sur l'action sociale, sur les politiques publiques. Donc, il s'agira, dans cette perspective, d'appliquer les méthodes de travail du designer pour redéfinir les services publics en partant des attentes des utilisateurs, des usagers des services publics. Et là, donc c'est bien une approche alternative qui va mettre l'usager au cœur même des processus, au cœur même des politiques publiques. Faire émerger donc des solutions innovantes pour des projets d'intérêt général. Voilà, c'est un intérêt général qui apparaît maintenant, en recourant à des méthodes nouvelles, méthodes qui sont censées être différentes des méthodes classiques de production des biens publics. Donc, l'application du design à l'intérêt général va donc conduire à modifier les conditions de formation de l'intérêt général, le contenu de l'intérêt général. Et ce sera bien le fil conducteur de mon propos. Le design donc transformant ou entendant transformer la manière dont est conçue l'action publique, dont sont élaborées les politiques publiques, dont sont décidés les choix collectifs. D'où la question,
Dans quelle mesure y a-t-il, dans cette partie, remise en cause de la conception classique de l'intérêt général? Conception telle qu'elle a prévalu en France, et vous savez que la conception de l'intérêt général telle qu'on l'a conçue en France est une conception singulière, notamment si on la compare à celle qui existe dans d'autres pays, notamment dans la tradition anglo-saxonne. En France, vous savez, l'intérêt général est conçu comme devant prévaloir contre les intérêts particuliers, portés par l'État, contre les intérêts privés. Alors que c'est une conception bien toute différente qui prévaut notamment aux États-Unis. Donc, dans quelle mesure, si on applique cette idée de design, y a-t-il remise en cause de la conception classique de l'intérêt général? Bien, il semble que cette remise en cause, qui est en cours, donc ce n'est pas un élément purement spéculatif, cette remise en cause se caractérise en effet dans notre société par trois mouvements essentiels de redéfinition de l'intérêt général, trois mouvements essentiels qui sont tout à fait indissociables, qui sont étroitement liés, et que je vais évoquer brièvement. Je vais les décomposer pour les besoins de la présentation, mais ces trois mouvements sont indissociables et vous le comprendrez très rapidement. Première réflexion, me semble-t-il, la remise en cause de ce que j'appellerais la conception top-down de l'intérêt général. Conception top-down de l'intérêt général, conception donc traditionnellement dominante en France et donnant à l'État le monopole de la définition de l'intérêt général. Et là, c'est la grande différence avec les pays anglo-saxons. En France, c'est imposé depuis longtemps, ça remonte à plusieurs siècles, la conception d'un État porteur exclusif d'un intérêt général devant être défini en dehors de la pression des intérêts particuliers, qui serait corrosif pour l'intérêt général, et devant même être imposé aux intérêts particuliers, défini hors de la pression de l'intérêt particulier, devant être imposé aux intérêts particuliers. Ça, c'est la conception française traditionnelle de l'intérêt général. Qu'en est-il aujourd'hui? Là, il me semble assez clair que dans la société actuelle, l'État n'est plus considéré comme détenteur d'un monopole sur la définition de l'intérêt général. L'intérêt général ne pouvant pas être défini uniquement dans et par la sphère publique. Les acteurs sociaux étant invités et amenés à participer à la définition d'intérêt général. Évolution qu'on pourrait interpréter comme finalement le fait que la tradition française se trouve progressivement subvertie par la conception traditionnelle telle qu'elle existait aux États-Unis, dans laquelle les intérêts particuliers, au contraire, étaient invités à participer à l'intérêt général. Donc la participation, voilà. La participation va être conçue dans cette perspective comme un moyen de surmonter ce qu'on peut appeler la crise de l'intérêt général, ou de la conception classique de l'intérêt général. Inviter les acteurs sociaux à participer à la définition de l'intérêt général. Alors, ça prend de multiples formes, il faudrait évoquer très longuement ces formes, je vais les lister simplement parce que je ne veux pas être trop long. Multiples formes. Une présence beaucoup plus active des citoyens dans les rouages politiques, à travers toute une série de mécanismes, dans lesquels je ne m'étends pas, mais on pourra y revenir dans la discussion. Le pouvoir d'intervention donné aux administrés dans la marche des services publics, ou encore la construction d'espaces de délibération, le fameux thème de la démocratie délibérative, avant que les politiques publiques soient arrêtées. Et on sait bien que les formules qu'on peut ranger de manière assez rapide dans cette notion générique de débat public, le débat public est devenu un exercice pratiquement incontournable désormais dans la définition des politiques publiques. Avant de décider d'une politique publique, ouvrir un très large espace de discussion où tous les intérêts sociaux seront entendus. Voilà, trois évolutions et qui relèvent de la même idée fondamentale, l'idée que l'intérêt général est conçu désormais comme devant être le produit d'une confrontation à laquelle différents acteurs sociaux vont être appelés à participer. Premier changement donc, la définition de l'intérêt général passe par des processus de participation, le top-down tendant à faire place au bottom-up,
pour être premier changement, première inflexion. Et encore une fois, c'est pas spéculatif et prospectif, c'est bien ce que je suis en train de décrire, c'est bien ce qui se passe sous nos yeux, notamment en France. Ça, c'est la première inflexion. Deuxième inflexion, la remise en cause du bien fondé de principe de l'action publique. Dans la conception classique, telle qu'on l'a en France, il suffisait d'invoquer l'intérêt général pour doter la gestion publique d'un bien fondé de principe. Puisque c'était du public, donc c'était l'intérêt général. Or, ce mécanisme de légitimation de l'action publique est très clairement en crise. Dans nos sociétés, la simple invocation de l'intérêt général ne suffit plus. Ce n'est pas elle seule suffisante pour assurer le bien fondé de l'action publique. Il faut encore que la gestion publique apporte la démonstration concrète de son efficacité. Voilà le grand thème de l'efficacité qui apparaît à côté de celui de la participation. Qu'elle fasse la démonstration de son efficacité à partir des résultats obtenus. Donc, légitimité qui n'est plus acquise de plein droit, mais qui doit être en permanence conquise et démontrée au vu des résultats de l'action. Deux illustrations concrètes de ce que je suis en train de dire, et il y en aurait d'autres d'ailleurs, promotion du thème de l'évaluation. L'idée qu'il faut porter un regard froid, lucide, sur la gestion publique, ce que ça a donné. Le fait que l'État est tenu de rendre compte en permanence de ce qu'il fait, de se soumettre au jugement critique public, mettre en évidence les résultats des politiques qui ont été menées. Ne développe pas ça, parce que ce serait évidemment trop long. Vous savez qu'il y a en France, mais comme partout ailleurs, un spectaculaire développement des procédures d'évaluation à tous les niveaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, évaluer le droit, et ça c'est une remise en cause de la mystique ou du mythe qui entourait la loi. Hein. Il faut évaluer le droit aussi. Hein. Donc évaluer, c'est pas uniquement un procédé qui a une finalité purement cognitive, mais qui a une finalité pratique, parce que évaluer ce que ça donne pour éventuellement opérer des correctifs ou des ajustements nécessaires. Donc évaluer, la promotion du thème de l'évaluation liée directement à cette promotion du thème de l'efficacité. Seconde illustration, mais qui s'inscrit tout à fait dans la même logique, le développement de processus d'expérimentation, indissociable de la question de l'évaluation d'ailleurs. L'idée, mais qui va plus loin, l'idée que les politiques publiques ne sont pas nécessairement pertinentes. Il faut voir encore ce que ça donne, empiriquement, concrètement. Et donc l'idée que avant d'être définitivement adoptée, une réforme doit être mise à l'épreuve, testée, et pour apporter les corrections en temps utile avant que cette réforme soit pleinement appliquée. Logique d'expérimentation qui concerne l'action publique de manière tout entière, mais qui concerne aussi bien évidemment le droit, les processus législatifs. On a vu se développer depuis un certain nombre d'années maintenant ce qu'on appelle des lois expérimentales. J'ai contribué dans le temps à cette question des lois expérimentales. Des lois expérimentales. On vote une loi, on vote provisoirement une loi, on voit ce que ça donne, donc on va évaluer les résultats, et puis ensuite on va apporter les corrections nécessaires à cette loi au vu de ce qu'on a pu constater. Vous savez que le premier texte important, c'est la loi IVG de 1975, et puis une floraison de lois expérimentales. Il y avait une thèse soutenue à Cergy il y a quelques années qui montrait comment ces lois expérimentales s'étaient développées de manière vraiment exponentielle à partir des années 90 et surtout des années 2000. Dernière illustration, dans la loi Marisol Touraine sur la santé qui est en cours de discussion, vous avez vu qu'on a prévu l'expérimentation des salles de shoot dans un certain nombre de villes. On va voir ce que ça donne, parce que l'opposition est violemment hostile à cette expérimentation, mais on verra, à Marseille, Paris, etc. Donc on expérimentait vraiment des salles de shoot. Donc on vote une loi, on voit ce que ça donne, on évalue ses résultats, et ensuite on apporte les corrections nécessaires avant de la généraliser, de l'étendre.
Alors, cette expérimentation, je n'insiste pas sur ce point, il y a deux formules d'expérimentation, soit pendant un temps donné, soit sur une partie de la population. Et vous savez que l'expérimentation sur une partie de la population posait des problèmes juridiques extrêmement lourds par rapport à l'idée que la loi doit être de portée générale. Et donc il y a eu toute une jurisprudence du Conseil constitutionnel notamment, jusqu'à la réforme, qui a introduit cette possibilité dans la Constitution elle-même. Donc on peut expérimenter une loi sur une partie de la population pendant une période. Deuxième changement donc, je suis toujours très rapide et très synthétique pour ne pas prendre trop de temps, mais bien sûr tout ça mériterait d'être développé. Deuxième changement donc, je résume, la définition de l'intérêt général passe désormais par des processus d'expérimentation, d'évaluation et d'expérimentation. Il y a une troisième inflexion, me semble-t-il. Troisième inflexion, la remise en cause, et là on touche plus clairement encore à la problématique du design. La remise en cause de l'idée selon laquelle l'État est le moteur du changement social. Dans la vision traditionnelle, telle qu'on avait en France, l'État était censé être investi, donc un mythe étatique très fort, investi de la responsabilité de tracer les contours, de définir les voies du changement social, de la manière dont la société devait évoluer, penser l'avenir de la société, et fixer, tracer les voies et prendre les moyens de réaliser cela, et notamment c'est les heures de gloire de la planification en France qui en était l'illustration emblématique. La planification, penser l'avenir de l'économie et de la société sur 4 ans ou 5 ans, et ensuite prendre les moyens de réaliser cela. À travers notamment le lancement de politiques volontaristes. Les politiques publiques, c'est bien une volonté d'action sur le réel, transformer la société par des politiques volontaristes, c'était bien ça. Prévaut, au contraire, me semble-t-il, désormais l'idée, et là on est au cœur de la problématique du design, que l'innovation passe peut-être moins par ces politiques volontaristes que par le développement de pratiques nouvelles, qui ne viennent plus du cœur de l'État, mais de la périphérie de l'appareil et de la société civile. Pratiques qui se situeraient donc en marge des comportements, des représentations dominantes et qui constitueraient des ferments possibles d'évolution sociale. Peut-être mieux que l'innovation sociale venant de l'État, pensée par l'État. Alors cette innovation, je suivrai les travaux de Norbert Alter, qui a bien montré que toute innovation implique deux choses essentielles. D'abord, une action pionnière. Une action pionnière émanant d'une personne ou d'un acteur collectif, capable d'innover, capable de penser l'innovation. Ces pionniers, dans la littérature sociologique et de sciences politiques, on les désignera sous des noms extrêmement variés: innovateurs, promoteurs, passeurs, traducteurs, francs-tireurs, marginaux séquents, designers aussi, penser l'innovation pour l'avenir. Pionniers qui vont donc avancer une série d'idées nouvelles, impliquant une certaine déviance par rapport aux normes et aux représentations dominantes, une transgression de l'ordre existant, penser autrement, penser ailleurs. Mais cette action pionnière, bien sûr, si elle reste comme telle, ne suffit pas. Il faut autre chose. Pour qu'il y ait une innovation, il faut encore que ces innovations soient appropriées par une entité collective, et ici l'État, que l'État s'approprie ces éléments d'innovation. Tout ça passant donc par un processus d'apprentissage qui est passant aussi par la mobilisation d'une série de réseaux qui vont appuyer cette innovation, assurer la promotion de ces innovations. Donc pas seulement promouvoir ou penser d'innovation, mais aussi assurer le développement concret de ces innovations, accompagner le processus de développement, étant entendu que toute innovation, c'est aussi un pari sur l'avenir, comporte un certain élément de risque.
Et ce faisant, bien sûr, on rejoint les processus que j'évoquais et que je décrivais précédemment. On voit que les trois éléments que j'ai distingués, hein, participation, efficacité, innovation, tous ces éléments sont tout à fait indissociables. Puisque le recours au procédé de participation va justement permettre d'utiliser la capacité d'innovation d'acteurs extrêmement divers, acteurs sociaux, acteurs administratifs, acteurs associatifs. La participation, c'est le vecteur de ça. Introduire l'innovation au cœur de l'action publique, c'est un des vecteurs d'introduction de l'innovation dans l'action publique. Mais il faut encore, pour que ça marche, que ces innovations soient mises à l'épreuve. Et donc l'expérimentation sera un élément tout à fait essentiel d'apprentissage de l'innovation. Donc participation, évaluation, innovation, tout ça étant tout à fait lié. Donc on va mettre en place toute une série de mécanismes permettant de tester l'innovation, apprécier éventuellement les résultats de ces innovations à travers des techniques d'expérimentation. Troisième changement donc, me semble-t-il, et encore une fois, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas prospectif, ça renvoie à des mutations réelles qui sont en cours actuellement. Troisième changement donc, la définition de l'intérêt général passe par le développement de processus d'innovation provenant de la périphérie de l'appareil d'État et ou de la société civile. Conclusion donc globale, les changements de l'intérêt général, tels qu'ils se développent sous nos yeux, tournent autour de ces trois idées essentielles: participation, expérimentation, innovation. Trois idées qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui sont indissociables. Et il me semble que l'idée de design de l'intérêt général, qui sous-tendait mon propos, désigne bien ces trois vecteurs de refondation d'intérêt général, car il s'agit bien d'une refondation d'intérêt général. Un des discours convenus actuellement, c'est de parler de crise de l'intérêt général. À travers ce que je viens de dire, c'est une entreprise de refondation, de rafistolage, pourrait-on dire, de l'intérêt général qui se développe. Qu'en conclure de manière plus générale? J'essaie de condenser mon propos le plus possible pour laisser plus de place à la discussion. Bon, première remarque, ces mutations que j'évoquais ne signifient nullement l'abandon de la notion d'intérêt général. Une notion qui, selon certains, serait usée pour avoir trop servi. Non, l'intérêt général reste, et il faudrait expliquer pourquoi, selon moi, un principe fondamental de légitimation du pouvoir dans les sociétés contemporaines. On ne peut pas se passer de l'intérêt général. Et d'ailleurs, il faudrait dire que cette notion va bien au-delà de l'État. Tout groupe organisé, tout pouvoir est tenu dans n'importe quelle organisation de se présenter comme justifié par l'intérêt général du groupe. Donc c'est une idéologie matrice dont on ne peut pas se passer. Tout pouvoir, quel qu'il soit, est tenu d'apparaître comme porteur d'un intérêt qui dépasse, qui transcende les intérêts particuliers des membres du groupe et de la société en général pour ce qui concerne l'État. Donc, ce n'est pas la fin de l'intérêt général, ce n'est pas l'abandon de la notion d'intérêt général. Simplement, c'est une conception différente et plus souple des conditions de formation de l'intérêt général. Et cette conception différente, évidemment, coïncide avec une série de facteurs d'évolution plus généraux des facteurs de l'évolution des sociétés qu'il faudrait évoquer ici. Conception différente en quoi? L'idée que l'intérêt général ne sort pas tout armé du cerveau des élus politiques, censé incarner la volonté générale, il ne sort pas tout armé du cerveau des fonctionnaires, censés être exclusivement soucieux de l'intérêt général. On sait que les agents publics ont aussi des intérêts à défendre, des stratégies, qui déploient des stratégies. Voilà, donc l'intérêt général, ce n'est pas le produit miraculeux de l'action du politique ou de l'administration. L'idée surtout que l'intérêt général fait l'objet d'une construction, et cette construction passant par l'intervention d'acteurs variés. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel, me semble-t-il, dans l'évolution actuelle. Double question vraiment pour terminer, celle des conditions ou du niveau, je dirais, d'application de ce design de l'intérêt général. Et là, c'est une vraie question. Je dirais qu'il est
assez facile de faire émerger des solutions innovantes au niveau local, par le recours à des formules de participation des administrés. C'est assez facile, c'est assez simple. Il y a des formules, par exemple, il y a un mémoire en cours sous ma direction en ce moment sur le budget participatif de la ville de Paris. Paris elle-même s'est mise à la formule du budget participatif qui s'est développée dans une série de communes et de villes importantes à partir du fameux modèle de Porto Alegre. Donc au niveau local, c'est assez facile de trouver des solutions innovantes au niveau local par une conception beaucoup plus souple de l'intérêt général, celle que j'évoquais. Plus difficile, bien sûr, quand on passe à des échelles plus larges, au niveau national, et bien sûr au niveau transnational, je pense au niveau européen par exemple. Le design semble montrer ses limites quand il s'agit de sujets relevant d'enjeux sociétaux plus globaux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a tendance à revenir à des formules plus classiques top-down de l'intérêt général. Voilà. Donc il y a une dialectique, ça marche bien au niveau local. Plus on monte de niveau, plus les choses deviennent difficiles et complexes. Encore que, par exemple, au niveau européen, il faudrait parler de l'initiative européenne citoyenne qui connaît un spectaculaire développement depuis peu de temps. Deuxième question, celle de la mise en œuvre des solutions innovantes, puisque j'en parlais. C'est vrai que pour promouvoir des solutions innovantes, comment faire? Ça passe par le recours aux méthodes classiques et à l'appareil bureaucratique classique. Donc on a besoin de cette médiation bureaucratique pour promouvoir, diffuser des solutions innovantes. Et puis, dernière limite, le design de l'intérêt général ne saurait conduire à squeezer le décideur politique. C'est vrai qu'il y a un moment donné l'intervention du décideur politique pour assurer la diffusion, pour reprendre à son compte et assurer la diffusion des solutions innovantes. Donc ça, c'est une limite structurelle de ce design de l'intérêt général. Voilà ce que je voulais évoquer et qui revient encore une fois de ce second élément de ce tripôle, je dirais, bien commun, État et marché, l'État.